Salut tout le monde, alors pour ma part je vais vous parler de La Grande Aventure du Sexe par Dirty Biology et plus précisément par le créateur de cette chaîne YouTube qui s'appelle Léo Grasset. Alors Léo Grasset, c'est la première BD qu'il signe avec son frère qui est au dessin, qui s'appelle Colas Grasset. Alors vous vous en doutez peut-être, la chaîne YouTube s'appelle Dirty Biology, donc c'est de la banalisation scientifique et plus précisément ça parle de biologie. Ici on va se poser la question de comment se reproduisent les animaux. Voilà, donc on va parler de la vie sexuelle des animaux de manière générale. Alors évidemment, on ne va pas voir pendant l'album des animaux qui font crac-crac. Le but, c'est un peu d'expliquer comment ça se passe biologiquement. Du coup, on apprend plein de choses, mais en même temps, c'est drôle. Léo Grasset, il a plein de super anecdotes. Il nous explique par exemple qu'il y a des mollusques qui font des partouzes, qu'il y a des rats qui peuvent s'avorter tout seuls. Enfin, on apprend vraiment plein de choses. On apprend aussi qu'il y a des organismes dans l'océan qui se reproduisent dans les ossements des baleines, ce qui est dégueulasse et fascinant en même temps. Voilà, donc La Grande Aventure du Sexe, c'est un album qui est vraiment chouette et je trouve que franchement pour un premier album, c'est très très réussi, donc je vous le conseille totalement. Mon coup de cœur cette semaine, ça s'appelle le syndrome de Stendhal, du même nom que le syndrome de Stendhal, hein, donc celui qui procure hallucinations, vertiges et tout un tas de choses joyeuses à des gens qui sont exposés à une surcharge d'œuvres d'art. Donc ça sera le cas ici du personnage principal, Frédéric Delachaise, qui va accepter de travailler au Centre Pompidou, puisque c'est une BD qui est réalisée en partenariat avec le Centre Pompidou. Alors voilà, c'est une BD de commande absolument nulle, surtout si vous n'aimez pas les œuvres d'art moderne. Je plaisante, bien entendu, puisque c'est un petit peu justement l'histoire va prendre le contre-pied de ce constat des gens qui se demandent tout le temps si l'art moderne c'est vraiment de l'art, si ce musée a sa place dans Paris ou ce genre de choses, pour un petit peu nous raconter l'histoire du coup de ce personnage qui au départ un petit peu blasé par ce qu'il va devoir surveiller sur une chaise chaque jour, va en fait de plus en plus être fasciné par les œuvres qui l'entourent. Et en fait ce qui est assez génial, c'est que le scénario d'Aurélie Héroux est vraiment très rigolo. Enfin, il y a vraiment des personnages hyper attachants immédiatement, il y a du dialogue mitraillette, des petits passages qui sont assez savoureux, et au dessin Sagard fait un travail assez irréprochable. En fait il va jouer avec la composition et tous les codes en fait, du 9e art pour nous faire ressentir c'est quoi ce fameux syndrome de Stendhal. Et en fait, au fur et à mesure de l'album, il y a des planches toujours plus éthérées, un peu plus fantasques, des délires limite psychédéliques par moment, parce que tout simplement, ce personnage finit par adorer les œuvres auxquelles il est exposé et vivre pour elles et avec elles. Et en fait, du coup, c'est une assez belle métaphore, je trouve, de la relation que les gens peuvent avoir avec l'art moderne, où au final ils vont pas du tout comprendre au départ, ou ils vont pas vouloir comprendre, et puis au fur et à mesure des œuvres, des discussions, ils vont vraiment se plonger dedans, et ça va devenir soit une passion, soit un sujet de discussion très intéressant. En tout cas en tant qu'exercice de style par rapport à la représentation de ce fameux syndrome et comme essai sur l'art moderne, j'ai trouvé ça très bien. Donc ça dépasse largement sa condition de BD partenariat, et j'ai vraiment trouvé ça très très bien. Moi je suis un amateur d'art moderne, donc ça me parle particulièrement, mais je pense que justement même les sceptiques risquent d'y trouver leur compte, parce que c'est drôle, plutôt bien dessiné, plutôt même très bien dessiné, et idéal en fait pour découvrir ce milieu-là. Donc je vous le conseille, c'est sorti chez Glénat depuis cette semaine. Alors mon coup de cœur de cette semaine, c'est un album que j'attendais depuis très très longtemps. Il s'agit des Vieux Fourneaux, le tome 4. Les Vieux Fourneaux et moi, c'est une espèce d'histoire d'amour. Vous avez des albums comme ça dans la vie qui vous ont chamboulé, qui vous ont marqué, où vous pouvez vous rappeler exactement au moment où vous l'avez lu et dans quelles conditions. Le tome 1, c'était exactement ça. C'est une série que j'adore. C'est signé de Lupano, Wilfrid Lupano, un auteur qu'on présente presque plus, Un océan d'amour, tout plein de choses qu'il a fait, Azimut, des univers complètement différents. Donc c'est un scénariste assez prolifique et toujours très intéressant. Et Paul Coé, un excellent dessinateur qui avait fait notamment de la science-fiction avant. Et cette fois-ci, ils attaquent l'histoire de 3 vieux petits papis. Alors si vous ne connaissez pas, il faut absolument que vous procuriez le tome 1. C'est vraiment indispensable, c'est-à-dire c'est dans les 3 BD à emmener avec vous si vous devez être sur une île déserte, absolument. Le tome 1 en fait nous présentait Antoine, l'un de nos 3 vieux fourneaux. Le tome 2 nous présentait un peu plus Pierrot, notre ami vieil anard qui fait partie du gang du groupe des Ni Yeux Ni Maîtres. Et le 3e était porté sur Mimile, Émile dit Mimile, qui avait un passé un peu trouble et un moment de sa vie où il n'a pas raconté à ses copains ce qui s'est passé. Donc on découvrait un peu ça dans chaque album. C'était un focus sur chacun.
Maintenant qu'on attaque le 4e tome, qui allons-nous mettre en avant? Eh bien c'est évident, c'est la jeune femme qui était la petite fille de Antoine, qui a eu un bébé dans le tome 1. Donc du coup, cet album va tourner autour de la question de savoir qui est le père de cette petite fille, mais également de se poser une autre question et de mettre autre chose en place, c'est une ZAD. Alors les ZAD, on connaît plutôt bien ça du côté de Nantes avec Notre-Dame-des-Landes. Là, cette fois-ci, ils vont découvrir ce qu'on voit en fait sur la couverture, là dans l'ombre, discrètement, une magicienne, ça s'appelle la magicienne, c'est une sauterelle très très rare. On la protège pour essayer de protéger son écosystème. Du coup, il y a tout un tas d'écolos qui vont débarquer dans ce petit village et nos vieux fourneaux vont forcément faire partie de l'aventure. Et notamment nos deux potes Pierrot et Antoine vont s'affronter quant au fait de savoir si c'est une bonne chose ou non qu'il y ait cette ZAD. C'est toujours hyper drôle, vous avez des personnages absolument croustillants, c'est à découvrir absolument, puisque vraiment c'est la BD juste la plus drôle de ces dernières années. Il faut découvrir dans l'ordre, c'est mieux pour découvrir chaque personnage, mais vraiment, allez-y, vous pouvez plonger dedans les yeux fermés, et puis, comme l'aventure ne s'arrête pas là, si vous avez des enfants, il faut leur acheter les aventures du loup en slip, qui est le petit spin-off dérivé des vieux fourneaux, puisque dans les vieux fourneaux, la jeune femme qu'on suit, qui s'appelle Sophie, qui est mise en avant là-dedans, va mettre en place un vieux théâtre, un théâtre de marionnettes, et met en avant son personnage principal, le loup en slip. Eh bien, pour les enfants, vous avez des contes dans le même genre d'esprit, dans le même humour. Vous allez voir que si vous avez envie d'avoir des histoires qui changent pour vos enfants, vous pouvez aussi découvrir le loup en slip. Voilà, donc 2 énormes coups de cœur chez Dargo à découvrir d'urgence. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler des Chats du Louvre de Taiyo Matsumoto qui vient de sortir chez Futuropolis en coédition avec les éditions du Louvre. Les éditions du Louvre en gros c'est une collection dans laquelle on retrouve des thématiques simples puisque c'est au Louvre. Il y a déjà eu du Taniguchi, on a eu Rouen au Louvre aussi tiré de l'univers Jojo, on a eu pas mal de choses comme ça. Et aujourd'hui du coup on a du Matsumoto. Matsumoto c'est qui? C'est un auteur qui pour moi a révolutionné complètement le monde du manga de par sa patte graphique mais aussi de par sa manière de scénariser ses histoires. Il a fait des bouquins comme Sunny, il a fait Ping Pong, il a fait énormément de choses que je vous conseille de lire. Et aujourd'hui, du coup, on découvre Les Chats du Louvre, qui est une histoire où on va suivre Cécile, donc, qui est tout simplement une guide touristique, qui va découvrir à un moment un chat au milieu des gens. Elle ne va pas comprendre pourquoi il y a un chat au milieu du Louvre. Et de fil en aiguille, on va se rendre compte qu'il y a toute une famille de chats qui vit au sein du Louvre depuis même l'époque où le Louvre n'était pas encore un musée, mais juste un château. Et que ces chats, en fait, se transforment la nuit en êtres humains. Et il y en a un parmi eux, un petit blanc qui s'appelle Flocon, qui a la particularité d'être un passe-tableau. Donc en gros, il rentre dans les tableaux et il peut aller vivre des aventures dans les tableaux du Louvre. Donc c'est un prétexte pour découvrir plein d'œuvres. C'est surtout un prétexte aussi pour apporter plein de thématiques sur le côté social un peu dans un milieu reclus. Mais tout ça pour dire que c'est très beau. C'est une très belle édition en plus parce que pour une fois un manga qui est publié dans une taille BD franco-belge, c'est plutôt agréable à lire. En revanche, ça coûte un poil cher, c'est à 26 €. Donc c'est un budget. Mais à côté de ça, je vous le conseille grandement si vous êtes fan de Matsumoto, si vous êtes fan de manga en général ou même de bande dessinée. C'est un régal. Donc première partie qui vient de sortir chez Futuropolis. Voilà. Et si on est fan de chats? Et si on est fan de chats, ça marche aussi. Alors bonjour, aujourd'hui avec le coup de cœur de cette semaine, vous allez devoir encore vous endetter auprès d'un marchand de meubles suédois bien connu, parce que les éditions La Découverte en collaboration avec la Revue Dessinée ont décidé de vous parler de l'histoire de France. Et ils annoncent la couleur immédiatement, il y aura 20 volumes. Chaque album va explorer une période bien particulière de l'histoire. Donc vous pourrez butiner et aller sur un album et pas sur les autres selon les périodes qui vous intéressent. À tout seigneur, tout honneur, le premier volume sur les origines, intitulé La Ballade nationale, a été réalisé par Étienne Davodo, que l'on ne présente plus en tant que documentariste de la bande dessinée, et un historien qui s'appelle Sylvain Vénère. Et tous les deux vont se pencher de manière très ludique sur ce qu'est l'histoire de France. À force de discussions, de voyages dans la France elle-même, vont nous expliquer que l'histoire est mouvante, que l'histoire objective est peut-être une vue de l'esprit, qu'il y a des faits, que l'histoire doit se voir selon les évolutions, les découvertes que l'on va faire au fur et à mesure. Et surtout, c'est là le plus important dans le discours, ça va dépendre du contexte politique et du contexte de société. Il n'y a pas une histoire, mais des histoires. Et du coup,
lorsque des politiques actuelles agitent l'idée d'une histoire, d'une identité nationale immuable pour laquelle la population devrait se référer de toute éternité, en fait, tout ceci n'est pas une réalité en soi. Et c'est très bien expliqué, avec beaucoup d'humour, quelques petites allusions à l'époque, mais surtout une grande pédagogie et une grande fluidité dans l'histoire. Il y a un deuxième volume qui vient de paraître, qui se nomme L'Enquête gauloise et qui se penche sur la civilisation gauloise méconnue. C'est réalisé par Nico Bio au dessin, et au scénario, c'est Jean-Louis Bruno, un autre historien, qui va nous permettre d'enlever pas mal d'a priori et d'images que l'on a des Gaulois et nous mettre devant une réalité qui va être plus prosaïque, moins légendaire. On va éliminer un petit peu le côté Vercingétorix, on va éliminer pas mal de choses, mais nous permettre aussi de voir que face à la civilisation romaine, c'est une civilisation autre qui avait ses propres caractéristiques et ses propres éléments intéressants. Donc, histoire dessinée de la France, aux éditions La Découverte, la revue dessinée. 20 volumes vous attendent, il y en a 2 pour l'instant, et je pense que ça va être très très intéressant.